Alors, cher monsieur, nous venons de suivre là trois panélistes sur ce plateau. C'est clair qu'en réalité, c'est une trahison et qu'aujourd'hui, cette trahison est devenue inacceptable au Mali pour ceux-là qui avaient été les pionniers, les leaders, les meneurs, qui ont justement conduit ou parachevé les manifestations populaires et politiques qui ont conduit à la chute donc de Ibrahim Boubacar Keïta. Et aujourd'hui, ils sont pratiquement trahis. C'est ce qui est dit par tout le plateau et même Luc Michel est revenu sur cela. Pour vous, quelle est votre lecture? Est-ce que c'est résolument une bataille de puissance, c'est-à-dire de puissance internationale, la France d'un côté, la Russie de l'autre côté, ou alors aussi c'est une bataille interne où des nationalistes et panafricanistes ne veulent pas céder sur un ensemble de choses qui justement ont participé à détruire le Mali. Oui, bonjour, vous m'entendez? C'est Sébastien Périmoni, hein, pas Anthony Périmoni. Vous m'entendez? Est-ce que vous avez suivi ma question? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc déjà, comme tout le monde, je salue évidemment les gens qui sont présents sur votre plateau. Je salue évidemment les auditeurs, les auditrices d'Afrique Média. Je suis très content d'être parmi vous. Alors c'est vrai que là, on a fait le tour très large de la question. Pour revenir sur votre question, évidemment que la chose se joue à deux niveaux. Il y a la bataille, en effet, qui est une bataille, comme l'a dit Luc Michel, qui est géopolitique, qui est cette bataille de l'OTAN et de l'axe américano-occidental contre la Russie et la Chine. Ça, c'est le plan global. Mais il y a aussi la bataille des peuples qui sont dans la souffrance depuis des décennies, en fait, et qui se battent contre les oligarchies locales, c'est-à-dire les élites compradors. C'est-à-dire que le Mali est un des pays les plus corrompus, et comme beaucoup de pays d'Afrique francophone, hein, les peuples sont laissés à l'abandon. Il y a aussi ce combat des peuples contre cette oligarchie locale et soumise à l'axe français. Donc ça se joue sur les deux niveaux. Pour moi, la trahison, si vous voulez, elle est pas nouvelle, puisque je rappelle quand même que, si vous voulez, dès le 20 janvier, j'étais moi-même au Mali avec des gilets jaunes à l'invitation du groupe qui s'appelle Yere Wolo, donc avec Ticheri, avec le député Moussa Diarra, avec Amina Fofana, Kémy Seba et des gilets jaunes constituants de France. Donc il y avait eu toute une mobilisation à l'époque pour demander le départ des troupes françaises. Et justement qui était avec également des Français comme moi, de montrer que ce n'était pas une bataille des peuples les uns contre les autres, mais vraiment des peuples contre cette oligarchie. Et dès le 20 janvier, il faut savoir qu'au moment où on est sorti pour cette manifestation qui demandait le départ des troupes françaises du Mali, je rappelle que le gouvernement, le Conseil national de transition à l'époque, a purement et simplement annulé la manifestation. Et je rappelle quand même ce qu'avaient titré les journaux à l'époque: coup de sang à Paris, le Quai d'Orsay a tapé du poing sur la table et a rappelé alors le Conseil national de transition, qui a dû publier dans un communiqué qu'il désavouait les déclarations contre la présence française au Mali. Et donc, le Quai d'Orsay était directement intervenu avec succès, hein, auprès du gouvernement, enfin, du gouvernement de la transition, pour dire non, ne laissez pas Yerewolo, ne laissez pas les Gilets jaunes qui étaient venus de France, ne laissez pas Kémy Seba et d'autres venir expliquer à la population ce qui se joue justement derrière les coulisses du pouvoir. Donc, quand on a compris que à l'époque, les deux personnes qui sont actuellement dans la caserne à Cati avaient interdit cette manifestation, et quand on s'est levé le matin, les militaires étaient partout dans la rue, je rappelle quand même qu'ils ont annoncé, et ils le disaient à qui voulait bien l'entendre dans les rues de Bamako, que les citoyens honnêtes devaient partir puisqu'ils allaient tirer dans le tas. Donc ça a été dit, ça a été entendu. Donc la trahison, pour moi, elle est pas du tout nouvelle, dans le sens où on avait déjà expérimenté avec Yerewolo sur le terrain dès janvier la trahison qui se préparait ou qui clairement était déjà largement consumée, des élites civiles qui avaient été soutenues par la CDEAO, par le clan Macron Ouattara. Je rappelle également aussi qu'il ne faut pas être dupe.
Il y a un livre qui vient de sortir en France qui s'appelle Le piège africain de Macron, de Antoine Glaser et de Pascal Hérault, qui rappelle quand même à l'époque, avant que Ibeka ne tombe, que Macron considérait déjà comme Ibeka comme un roi fainéant, comme il l'avait dit lui-même, c'est-à-dire incapable de faire quoi que ce soit, et que déjà la France finançait des associations de la société civile, en particulier Ante Abana de Soumaïla Cissé, justement pour déjà préparer la contre-révolution contre Ibeka qui n'était pas à la hauteur pour faire appliquer les accords d'Alger, qui est le but de Paris, qui est le but de la France, c'est-à-dire de mettre en place une politique de balkanisation, comme l'a très bien dénoncé à plusieurs reprises Amina Fofana, une politique de balkanisation. Et dernièrement, quand Mbandao était à Paris, Macron a quand même eu l'audace de dire qu'avec le gouvernement de transition, ils avaient fait plus en 3 mois pour aller de l'avant avec les accords d'Alger qu'en 3 ans avec l'ancien président Ibeka. Donc tout était dit à partir de là. Ceux qui découvrent la trahison aujourd'hui, bon, je pense qu'ils avaient un peu de retard au regard de ce qui s'était déjà passé le 20 janvier. Et je pense que la plus grande peur, alors évidemment, il y a la peur de la présence russe, des accords militaires avec la Russie, comme c'est le cas en Centrafrique, qui fait très très peur au Quai d'Orsay français, et ça on le sait. Mais il y a surtout une peur qui, à mon avis, selon moi, est plus importante et plus importante pour le peuple malien. C'est, si vous voulez, que le peuple malien revienne à ses propres sources, c'est-à-dire à Modibo Keïta. Modibo Keïta a lui-même, en 1961, dans un discours au stade Konaté, d'ailleurs en présence d'Houphouët-Boigny, pour ceux qui se rappellent, avait fait un discours justement où il avait annoncé la création d'une armée nationale, que le peuple se défendrait lui-même, la jeunesse malienne allait se défendre elle-même, etc. Donc il y avait cet état d'esprit d'indépendance et c'est ça que Yéré-Wolo a remis sur le devant de la scène et dans la rue. Et je pense que c'est ça la chose qu'il faut continuer à mettre de l'avant dans cette mouvance. Je pense qu'aujourd'hui, la Assimi Goïta doit justement, avec le peuple, avec le mouvement Yéré-Wolo, peut-être se donner la main pour vraiment faire une transition qui met dehors tous les traîtres et qui reviennent à l'esprit de Modibo Keïta. C'est très important tout ce que vous venez de dire. Et Bastien Périmoni, hein, j'ai constaté, c'est d'ailleurs l'avis des internautes et même les copanélistes vos copanélistes sur ce panel, très bonne, brillante intervention factuelle. Si vous êtes allé sur des faits tout à l'heure. Ben maintenant, revenons quand même en examinant les rapports de force. Bien voilà, l'homme fort, Assimi Goïta et les siens ne veulent pas entendre s'imposer ou se laisser faire. J'annonce, en fait, je rappelle que Goodluck Jonathan est attendu, en fait, de la CEDEAO, est attendu là-bas au Mali demain et que Emmanuel Macron fait des mains et des pieds pour une réunion, dit-il, extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Et je rappelle aussi que ce bloc de l'OTAN a dit ne rien accepter autre que les personnalités que sont Bandao et Mokhtar Ouani. Alors, comment ça va se jouer? Quelles sont les forces et les capacités de ceux qui apparaissent aujourd'hui comme les nationalistes et qui mettent au devant les aspirations du peuple? Parce que beaucoup qui disent que les deux autres sont entrés dans la poubelle de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont trahi. Oui, oui, tout à fait. Donc certains avaient dit que l'Afrique n'était jamais rentrée dans l'histoire. Bon, là, en effet, pour ces deux-là, ils en sont sortis, ça c'est sûr. Après, moi, j'avais consacré la première partie, ma première intervention justement à une analyse plus interne au niveau du Mali. Mais je pense que par rapport à tout ce qui a été dit, en particulier par les deux intervenants sur le plateau, il est quand même important parce que l'OTAN a été cité. Et en effet, on parle de communauté internationale, on parle de la CEDEAO, on parle de Jonathan Goodluck, Ghost to Bamako, ça va devenir une série si ça continue. Donc on parle de cette communauté internationale qui n'existe pas. Et il faut rappeler quand même, et je pense que c'est très important pour nos auditeurs, c'est que même au sein de l'armée française, vous savez qu'il y a eu plusieurs tribunes de militaires français qui s'opposent à la politique d'Emmanuel Macron qui ont été rendues publiques dans les médias, dont des militaires d'active.
et en particulier une qui a été publiée le 14 mars de cette année. Alors moi, je ne sais pas mais si tout le monde est sur muet, mais j'entends un bruit depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous m'entendez. La technique va D'accord. s'arranger avec ce bruit. Je suis avec Donc, vous. je reviens à mon propos. Donc, en effet, il y a cette azawadisation, comme l'a dit l'intervenant précédent, mais c'est en fait la conséquence d'une otanisation en fait, de la géopolitique mondiale. Et c'est très important de voir qu'en France, pour la première fois, des militaires, et je voudrais simplement le dire de manière également factuelle, c'est-à-dire que l'OTAN a publié un rapport donc le 18 février qui s'appelle OTAN 2030 pour justement déterminer la politique des 10 prochaines années. Et donc, alors je suis désolé, j'entends beaucoup de bruit. Et donc voilà, dans cette politique de ce manuel de guerre de l'OTAN, est bien spécifié en fait que la prochaine étape est une guerre clairement contre la Russie. Donc aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on a l'OTAN qui est en guerre contre un ennemi qui n'existe pas, c'est-à-dire la Russie, qui n'a jamais eu de velléité à envahir qui que ce soit. L'OTAN, qui était déjà quelque chose qui avait été maintenu pendant 30 ans contre un ennemi qui n'existait plus, c'est-à-dire l'Union soviétique, qui a bombardé la Serbie, qui a organisé des coups d'État dans toute l'Europe de l'Est, jusqu'à récemment en Ukraine. Donc on a un OTAN qui est en train de s'organiser pour une politique de guerre contre la Russie, et évidemment avec ses impacts, comme on le sait, sur le continent africain, en Centrafrique, au Tchad ou au Mali maintenant. Mais par contre, l'OTAN n'a pas comme ennemi le terrorisme. Donc, alors que le budget de l'OTAN, je rappelle quand même, c'est 1000 milliards d'euros, 1000 milliards de dollars, pardon, dont 250 milliards rien que mis par les forces européennes. Bon, le budget militaire de la Russie, ça doit être 100 ou 150 milliards, donc c'est 10 fois moins. Donc l'OTAN n'a pas vocation aujourd'hui à combattre le terrorisme, mais dans son dernier rapport, explicite que son but dans les 10 prochaines années, c'est de combattre la Russie. Voilà. Donc c'est clair, net et précis. À tel point, justement, que je vous le disais, les militaires au Mali se sont levés contre justement la balkanisation ou l'azawadisation du Mali. Aujourd'hui, c'est des militaires français, des généraux d'active qui sont en train de se lever, de faire des tribunes. Je peux même vous citer, c'est la source exacte, c'est le Cercle de réflexion interarmée qui a publié ce communiqué contre le rapport de l'OTAN qui crée cette image de l'ennemi de la Russie. Donc ça, c'est très important à comprendre pour voir que finalement, le combat, comme ça a été dit évidemment par les deux intervenants sur le plateau, et évidemment à voir aussi avec une vision globale. Et c'est pour ça que j'avais consacré ma première intervention avec une vision plus interne, et que je voulais quand même faire ce point assez précis. Donc sur ce rapport de l'OTAN 2030 que vous trouverez d'ailleurs en accès sur Internet, hein, c'est pas un complot, c'est pas caché, c'est pas voilà, il n'y a pas des marionnettes derrière, hein, donc c'est tout à fait public. Où l'ennemi de l'OTAN, c'est la Russie, c'est pas les terroristes. Donc on voit bien qu'il y a ce double discours. C'est quelque chose de public, il ne faut pas s'en étonner. Résister ici également, et certains militaires, moi-même je le fais avec mon parti politique, j'ai combattu Sarkozy quand il a voulu réintégrer le commandement intégré de l'OTAN, avec mon parti politique ici. Bon, on n'a pas réussi, mais on continue à combattre avec certains militaires justement qui s'opposent à cette géopolitique internationale. Donc voilà, je pense aussi ce qui va déterminer la libération du continent africain. Ce sera évidemment cette chape de plomb mise en place par l'OTAN pour empêcher justement que les pays puissent, et en particulier le Mali, la Centrafrique ou d'autres, de s'associer avec d'autres partenaires comme la Russie, la Chine ou d'autres pays. Afrique Média, le monde, c'est nous.